Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le 4 août dernier, le Cameroun est à l'ère du démantèlement tarifaire avec l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Cet événement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La question centrale étant aujourd'hui celle de savoir comment réduire les effets dévastateurs de ces accords de partenariat économique que certains considèrent comme des traités inégaux. 237 le débat ouvre justement le débat ce soir en donnant la parole à des experts pour analyser cette question qui fondera l'avenir économique du Cameroun en route vers l'émergence. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Martin Mazim, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, vous êtes très intéressé par les questions de finances, dont je pourrais vous présenter comme un banquier. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir Duval et merci de me convier à cette réflexion. Alors, vous êtes expert financier, donc également très intéressé par les questions de finances. Merci d'être venu sur ce plateau. Georges Edimo Mongori, bonsoir. Bonsoir Duval, merci, c'est un plaisir, toujours renouvelé. Voilà. Vous êtes économiste, mais vous êtes également politologue, donc on va certainement s'appuyer sur ces deux casquettes pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même et qui permettra bien évidemment aux téléspectateurs de bien comprendre le sens du sujet que nous développons ce soir. Dikoumé bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je vous remercie. Vous avez également plusieurs casquettes, mais il y a davantage celle d'économiste ou encore d'homme politique, peut-être qui devrait prévaloir ce soir. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je m'en voudrais, Emmanuel Kounié, d'ouvrir cette émission sans vous inviter à dire un mot sur une question d'actualité. C'est l'affaire du détournement présumé de 50 milliards de francs CFA à la BICEC depuis quelque temps. La question fait les choux gras de la presse, avec notamment l'interpellation il y a quelques jours maintenant de 4 responsables de cette structure, 4 anciens responsables de cette structure. Oui, Duval, merci de me poser cette question. Je voudrais dire que, en ce qui me concerne, j'ai essayé de parcourir la presse pour savoir de quoi il s'agit, et je me rends compte que effectivement il semble qu'il y a des problèmes, il y a eu des problèmes à BICEC et que ces problèmes sont nés de ce que il y a des personnes qui sont présumées avoir détourné une forte somme d'argent, et à ma connaissance, il semblerait que cela est dû d'abord à ce que la BICEC a, dans son organigramme, créé un poste de directeur de la trésorerie et de la comptabilité, deux activités qui me semblent très incompatibles pour confier à une seule direction, parce que la comptabilité présente à tout moment ce qu'on appelle généralement comment dirais-je, les éléments fictifs, les éléments théoriques, alors que, n'est-ce pas, la trésorerie présente des éléments concrets. C'est-à-dire que si on veut regarder le solde à un moment donné, la comptabilité vous présentera un solde qui est un solde qui n'est pas le solde réel, qui est un solde théorique, alors que la trésorerie présentera le solde réel. C'est la comparaison, n'est-ce pas, de ces deux données qui permet, n'est-ce pas, de s'assurer que les choses sont en équilibre. Bon, quand le directeur de la trésorerie est en même temps directeur de la comptabilité, ça pose également des problèmes. Donc, du fait au départ, partant de l'organigramme de la BICEC, je crois que la situation a été préparée pour qu'on arrive à un problème. Et je crois que depuis que ce problème est né, ils ont très rapidement diviser ces deux directions en deux. Et moi, je crois, ma foi, que ceux qui ont conçu cette chose-là comme ça ont provoqué la tentation et ont amené ces gens qui étaient prédisposés, comme la plupart des dirigeants camerounais, à poser des actes de nature, des actes que nous connaissons, à arriver à cette situation. Donc, je crois que ce qui se passe à la BICEC est un problème d'abord structurel, un problème organisationnel, avant d'être même un problème, n'est-ce pas, de détournement. Je crois que les principes devraient être respectés dans une grosse organisation comme celle-là. Cela n'a pas été respecté et on s'est retrouvé maintenant là dans un cul-de-sac. Ça va dans tous les sens et je crois que il faudrait qu'à l'avenir, d'autres structures ne se retrouvent pas dans cette situation. Dico Mbenjo, est-ce qu'on a un ou deux éléments permettant de savoir à peu près, peut-être pas de façon exacte en attendant, les différents éléments d'enquête, ce qui s'est passé et qui est impliqué dans cette affaire, et peut-être les premières leçons
un peu comme celle que tire Emmanuel Kounié par rapport à la structuration d'une organisation, d'un établissement bancaire comme celui-là. Permettez-moi de relever une incompréhension de la part de mon voisin. La comptabilité n'a aucune incompatibilité avec la trésorerie. Au contraire. Ce qu'on demande à la comptabilité, c'est de donner une image fidèle du fonctionnement de la trésorerie de l'entreprise. Donc, c'est la comptabilité qui réceptionne toutes les activités, tous les impacts des décisions qui sont prises. Donc, une fois dit, je partage son avis qu'il y a des problèmes organisationnels qui peuvent justifier ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? En février, la BICEC annonce qu'il y a de grosses fraudes et ça a été découvert par le nouveau directeur général qui est arrivé il y avait 4 mois. Qui a fait l'audit qui lui permet de dire ça? Aucun nom ne transparaît. Quelques mois après, on dit que c'est un rapport de la COBAC qui a épinglé les fraudes et les a mises à nu. Ces fraudes-là s'élèveraient à 50 milliards. Elles proviennent essentiellement, selon ce qui transparaît dans les journaux, des immobilisations en cours depuis une décennie, qui sont faites sans justificatif. La supervision bancaire, les commissaires aux comptes qui sont dans l'entreprise auraient dû signaler cela depuis longtemps. Rien n'a été fait. Mais il y a plus grave. L'année où la BICEC annonce qu'elle a fait, elle a connu les fraudes de l'ordre de 50 milliards, elle annonce parallèlement qu'elle a fait un bénéfice de 4 milliards. Or, dans une comptabilité normalement tenue, ces fraudes-là devraient être provisionnées. Cela veut dire que les résultats de la BICEC de l'année 2015 devaient être 54 milliards. Un résultat jamais réalisé par la BICEC. Mais M. Digo, vous savez très bien, et je parle sous le contrôle d'autres analystes sur ce plateau, que les bruits de détournement, les questions de santé financière des banques ne sont pas très souvent portées sur la place publique pour des raisons évidentes. Est-ce qu'en indiquant des chiffres exacts au terme de cet exercice-là, ce n'aurait pas une façon de dire aux clients, écoutez, nous sommes en danger, retirez vos fonds et disparaissez? Mais de les cacher met encore plus en alerte les clients de la BICEC, qui se disent, il y a des choses bizarres qui se passent dans cette banque, on nous annonce des résultats qui sont faux. Donc, pourquoi 4 milliards? Pourquoi pas 54? Pourquoi 12 milliards l'année dernière? Et c'est pas clair. Je voudrais terminer en disant que dans cette affaire, il faut être extrêmement prudent. Parce que on a l'impression qu'on nage dans une affaire pas saine du tout. Et c'est embêtant qu'autour de nos banques, il y ait ce type d'atmosphère et que le gendarme des banques intervient comme un pompier. Et justement, c'est à ce niveau que je veux vous interroger, docteur Edimo Mongori. Est-ce que cette affaire, telle qu'elle a éclaté, avec les quelques premiers éléments d'enquête que nous avons, ne remet pas au goût du jour la question de l'inefficacité, de l'inefficience des contrôles, aussi bien internes qu'externes, qui devraient être menés de façon régulière au sein de ces institutions bancaires? Malheureusement, ça va certainement remettre au goût du jour ces problèmes qu'on croyait jusqu'à un certain niveau résolus. On a pensé dans les années 95 à assainir ce milieu.
Et je crois qu'on l'avait fait suffisamment. Naturellement, à la vérité, on constate qu'au niveau des banques, mais surtout au niveau des institutions beaucoup plus petites, les institutions de microfinance, que d'une manière générale, le respect des règles prudentielles les plus élémentaires n'est pas toujours de mise. Vous savez, il y a un certain nombre de ratios de gestion financière que les banques sont tenues à observer. Souvent, ce n'est pas le cas, mais c'est dommage parce que et je comprends qu'on fut tenté à étouffer. Parce qu'en fait, c'est toute la crédibilité d'un système qui est mise en question cette fois-ci. Ce n'est pas seulement la banque BICEC, c'est la COBAC, c'est le contrôle financier de l'État, c'est le ministère des Finances et tout le reste, le Conseil national du crédit. Et vous voyez, c'est extrêmement délicat. J'espère qu'on va mettre rapidement la lumière sur ces questions. Au-delà, comme il évoquait précédemment, il y a toute une clientèle qui pourrait, je ne le souhaite pas, mais commencer à se poser des questions. Et ces questions ont souvent des effets systémiques, en ce sens que ce n'est plus seulement cette banque qui est interpellée, mais c'est toutes les banques. Oui, mais vous dites qu'il y a des mesures, un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le sens de l'assainissement ou de l'amélioration du système de contrôle autour des années 95. Pourtant, on sait quand même que depuis lors, au regard du fonctionnement des banques, avec les banques qui s'effondrent, les microfinances qui ont des difficultés, on peut quand même se demander si cet assainissement a atteint son maximum. Certainement pas, puisque on sait ce qui se passe dans l'univers des microfinances. Je pense que la question revient en surface, c'est de savoir ce que fait la COBAC exactement, surtout ses agents, parce que la COBAC elle-même n'est pas une institution forte, mais ce sont ses agents qu'elle met sur le terrain, qui peuvent peut-être être corruptibles, qui peuvent peut-être fermer les yeux sur certains dossiers qui sont pourtant importants. Maintenant, est-ce que la COBAC doit contrôler seule? C'est vrai, c'est une institution supranationale, donc de la sous-région, mais l'État lui-même, les pouvoirs publics sont également tenus par ces multiples contrôles financiers au niveau des ministères des Finances. Maintenant, Mazin, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier que cette COBAC-là, qui est présentée comme le principal gendarme des banques, ait du mal fondamentalement à accomplir sa mission? Est-ce qu'il y aurait donc des tripatouillages liés à la corruption, comme l'indique le docteur Mongori? Est-ce qu'il faut y voir une insuffisance de ressources humaines, peut-être des agents en nombre insuffisant pour faire des contrôles de qualité, ou bien peut-être des connexions bizarres entre le top management de la COBAC et les exécutifs des États de la sous-région Afrique centrale? Pourquoi pas? En réalité, je pense que le dernier point que vous avez évoqué, ça a tout l'air, en fait. Ça a tout l'air parce que, en dépit du resserrement observé, on constate toujours que les mêmes causes produisent tous les mêmes effets. Bon, en réalité, c'est incompréhensible vraiment. C'est-à-dire que lorsque c'est une petite microfinance qui peut faire face à cette situation, on peut dire, ouais, le capital humain, les immobilisations est défaillant ou limité, parce que souvent, lorsque vous n'avez pas assez de capital pour pouvoir financer votre clientèle, il vous est très difficile de vous orienter vers des choses qui vous permettent d'avoir un process qui peut être capable de vous donner l'information juste. Bon, alors c'est ça qui est très inquiétant. Je vous dis vraiment que c'est inquiétant, et je rejoins d'ailleurs tout ce que tout le monde dit ici, à savoir que si c'était encore une petite structure, on pourrait l'accepter. Mais c'est la BICEC, c'est, sauf erreur de ma part, la première banque au Cameroun, un portefeuille très très étoffé, avec la majorité des fonctionnaires. Bon, moi je pense que le principal problème au Cameroun, vraiment, je le pense sincèrement, c'est au niveau de la qualité des ressources humaines. Ça, que vous me le disiez, que vous l'acceptiez ou pas, je pense qu'on a un véritable problème, pas uniquement à la banque. Et vous avez parlé tout à l'heure des connexions bizarres.
moi je dirais extraordinairement bizarre parce que on ne peut pas dire comme ça d'un jour que 50 milliards, c'est quand même très important. On a l'impression que, ou alors, comme l'a dit l'expert comptable, j'ai l'impression, ou alors il faut qu'on soit extrêmement prudent pour ne pas nous aventurer. Je pense que dans le fonctionnement d'une structure, il y a 3 compartiments d'une structure comme la banque. Il y a les investissements, le fonctionnement et puis les engagements, c'est-à-dire les opérations de crédit. Moi, ce que je voudrais savoir pour être sûr que ça n'a pas été quelque chose de très compliqué, c'est lorsqu'on va repartir les 50 milliards, quand on va ouvrir le couvercle, savoir exactement si dans les 50 milliards, il y a 10 sur les investissements, il y a 20 sur les... Et puis maintenant que les actions des activités de crédit, qui est le travail du banquier, hein, parce que là, sur l'activité de crédit, il y a un dossier, il y a l'objet de crédit, il y a des garanties. Est-ce que ces 50 milliards ne reposent sur rien, reposent sur les immobilisations, comme a dit. Voilà. Et si c'est des immobilisations, c'est que c'est très dangereux. Ça veut dire que les gens ont créé un système de mafia où les gens passaient des commandes, où ils se faisaient payer. Et là, c'est très dangereux parce que l'activité d'une banque, d'abord, première, c'est de faire du crédit et des dépôts. Il ne faut pas quand même se le cacher. Alors, s'il s'avère véritablement que ce tripatouillage repose sur les immobilisations, c'est très grave. Ça veut dire qu'on a, je veux dire, on a empêché le financement de l'économie réelle, et Dieu seul sait combien de fois les chefs d'entreprise ou les particuliers ont besoin de crédit pour aller orienter ces fonds-là pour financer les immobilisations. Vous savez que lorsqu'on construit une agence, lorsqu'on construit un siège, lorsqu'il faut changer un système d'information, c'est beaucoup de fonds. Donc moi je préfère dire que soyons prudents, attendons voir, mais que la COBAC, que le Conseil national du crédit, que le ministère des Finances se remettent aussi un peu en cause. Alors, de toutes les façons, on parle quand même de la BICEC, et puis il y a un certain nombre de structures qui gravitent tout autour en termes de contrôle. Et là, on a parlé par exemple de la COBAC, avec peut-être la nécessité qu'il y a de revoir le fonctionnement de cette structure et peut-être de mieux l'outiller afin qu'elle soit beaucoup plus efficace. La COBAC, c'est une institution de la sous-région Afrique centrale, et lorsqu'on parle d'Afrique centrale, il y a quand même un certain nombre d'insuffisances, que ce soit... On se souvient quand même qu'il y a récemment, il y a encore quelques temps, on parle de ce scandale à la BEAC, avec notamment le dépôt à Paris, c'était toujours en Afrique centrale. Et du coup, on se demande si finalement, cette sous-région Afrique centrale n'a pas beaucoup de difficultés comme ça. On vient encore de parler des accords de partenariat économique. À un moment donné, il était question, du coup, bonjour, que ces accords de partenariat économique soient négociés entre l'Union européenne et toute la sous-région Afrique centrale, comme ça a été le cas, je crois, avec l'espace ouest-africaine. Alors, comment en est-on arrivé à une situation où, finalement, on passe de l'idée des accords multilatéraux à des négociations bilatérales entre États, au point où le Cameroun se retrouve là, depuis le 4 août, dans cette situation, les autres États de l'Afrique centrale étant visiblement, je veux dire quoi, en train de rimer plutôt en opposition de face. Mais, ne nous arrêtons pas là où l'homme est tombé. Parce que l'accord intérimaire, il est signé depuis... Il faut donc revenir de votre point de vue aux origines. Il faut voir le processus. Ouais. Les négociations ont commencé et sont censées continuer avec toute la CEMAC. Parce que dans le dispositif des APE, il s'agit de créer des zones de libre-échange par région. Et c'est la première étape. Ensuite, il faut avoir un tarif extérieur commun pour faire en sorte que un des pays ne puisse pas avoir des avantages qui vont perturber les économies voisines. C'est à ce niveau-là que il y a eu des heurts. La CEMAC disait encore à sa réunion du 30 juillet dernier que il faut insister sur un accord équitable. Mais le Cameroun avait déjà pris les devants avec l'accord intérimaire. L'accord intérimaire a comme corollaire des sanctions.
Donc si le Cameroun n'appliquait pas à date ses engagements, il allait commencer à avoir des pénalités du côté de l'Union européenne. Et il faut que ça se soit clair. Ceci dit, pourquoi le Cameroun s'est précipité? Il voulait résoudre quel problème? C'est cela qu'on ne comprend pas. Parce que il faut rappeler que les APE ont eu comme antécédent les accords de Lomé. De Cotonou. Les accords de Cotonou. Et de Cotonou. Donc l'ambition était de permettre à nos pays de développer leur industrie et ensuite ouvrir le marché européen à nos produits. On voit que tous ces accords-là changeaient à gauche et à droite. Quand on les évalue, la part du commerce que le Cameroun, la zone CEMAC fait avec l'Union européenne a baissé entre 1976 et aujourd'hui. Elle a été divisée par 3. Du côté de l'industrie, notre industrie s'est complètement affaissée avec les plans d'ajustement structurel. Elle est en train de se refaire. C'est à ce moment-là qu'on lui dit maintenant, il faut que tu te prépares à la concurrence avec les projets qui viennent de l'Union européenne. Je précise que dans le lot, ça il faut le souligner comme un point positif, qu'il y a des produits industriels qu'on dit sensibles, qui ne sont pas concernés par les APE. Oui, l'aluminium. On va revenir sur le contenu de ces accords-là pour en dégager les principales caractéristiques et peut-être que ça va nous permettre justement de voir quels sont les avantages ou les inconvénients de ces accords de partenariat économique. Moi, ce que je voulais qu'on fasse, c'est de permettre peut-être aux téléspectateurs, à l'entame de cet échange des APE, de voir d'où ça vient cette affaire des accords de partenariat économique. Vous avez commencé à élaborer sur la question. Peut-être que Emmanuel Kounié devrait développer davantage. On dit que le point de départ serait les accords de Cotonou. Vous les situez à ce niveau-là, vous aussi? Oui, en principe, mais les accords de Cotonou avaient pour objectif de permettre, n'est-ce pas, à nos États d'avoir l'égalité de chance, comme vient de dire mon voisin de gauche, pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'accès au commerce international. Donc, c'était dans ce sens. Et puis, il était question de voir dans quelle mesure on pouvait faire en sorte que nous puissions y aller ensemble. C'est-à-dire, au moins, par sous-région, qu'on puisse y aller ensemble. Vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure. La CEDEAO, dans sa négociation, a eu beaucoup de problèmes avec l'Union européenne. Et quand ils sont allés en négociation, l'Union européenne était toujours dans ce principe de 80% pendant 15 mois, pendant 15 ans, 80% et 15 ans pour qu'on arrive à 100% de démantèlement. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a eu des débats parce que il y avait d'abord les négociateurs au plus haut niveau, donc peut-être les chefs d'État. Ensuite, il y avait les experts, il y avait les fonctionnaires également. Mais ces gens-là ont discuté fortement, puisqu'ils ont proposé d'abord 60% pendant 25 ans. L'Union européenne n'a pas accepté, ils ont proposé 63% pendant 25 ans. L'Union européenne n'a pas accepté, ils ont proposé 70% pendant 25 ans. Ça n'a pas marché, le Nigérien a bloqué. Ce qui fait que la CEDEAO s'est retrouvée dans une situation avec l'Union européenne telle que c'était très difficile de faire passer ces accords de partenariat. On est donc arrivé, et on a donc pensé qu'on pouvait faire des accords bilatéraux dans un premier, même si c'était possible de faire des accords bilatéraux, on pouvait le faire, c'est-à-dire entre l'Union européenne et un État, et faire des accords intérimaires et voir comment cela devrait se passer pour pouvoir déclencher le processus. On est arrivé en Afrique centrale, pendant que les autres pays, enfin la CEMAC était en train de négocier, il est arrivé que le Cameroun a signé cet accord intérimaire. Bon, et on en est là
Maintenant, il faut que les autres suivent, puisque s'ils ne suivent pas, ça va devenir très compliqué pour tout le monde. Parce que si nous seuls, le Cameroun seul, se retrouve dans cette affaire, ça va poser même le point de la circulation des biens, mais des personnes même aux frontières, parce que des produits rentrés au Cameroun se retrouveraient très facilement au Tchad ou en Centrafrique, et ça poserait des problèmes. Donc, c'est une affaire assez difficile à expliquer, mais je crois que il faudrait que très rapidement que les autres s'arriment à cela pour qu'on puisse amortir un peu les chocs, parce que le Cameroun tout seul ne peut pas, n'est-ce pas, tenir dans ce processus. Alors, Martin Mazin, peut-être pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre, alors on indique que Cotonou, c'est que les pays africains et les pays européens se mettent d'accord sur un certain nombre de mécanismes qui devraient aboutir au finish à des échanges je veux dire quoi, assez fluide entre les différents ensembles. Et puis on se met d'accord sur les différentes étapes qui devraient permettre qu'on arrive à cela. Il est en train d'indiquer qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça s'est joué très serré. Mais la question que je veux poser, peut-être pour qu'on permette de bien comprendre ces différentes étapes-là. En 2008, il y a cet accord que le Cameroun passe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en observant l'évolution de la situation et en s'appuyant sur les éléments qui ont été développés par Dickou Mbonjo, que 2008 était un piège pour le Cameroun? En réalité, moi je ne le pense pas, parce que quand on parle de la genèse de Cotonou, il faut quand même partir de la genèse de l'économie mondiale. Parce qu'on ne peut pas dire à nos téléspectateurs que Cotonou c'est le début. Cotonou ce n'est pas le début. Le commerce international a pour objectif de favoriser de façon simple, sans pénaliser, le développement du commerce, la circulation des marchandises. Ça, c'est d'abord le BA. Il faut comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que ce que le commerce international voudrait, ou veut, ou souhaite, c'est que les marchandises puissent circuler d'un pays à un autre sans pouvoir être perturbées par les droits de douane. C'est aussi simple que ça. Donc, Cotonou, c'est peut-être quelque chose d'important, mais c'est le GATT, c'est l'OMC. À partir du moment où tous ces États sont à l'ONU, sont à l'OMC, comment peuvent-ils aujourd'hui dire que l'échangisme mondial, ils peuvent s'en exclure? Non, c'est quasiment impossible. Donc, ce qu'il faut simplement dire aujourd'hui, c'est que comprenez quand même. Oui, mais il y a le principe, mais à côté de ça, il y a le mode opératoire. Mais le mode opératoire, je vous ai dit, les États, chaque État, ne croyez jamais que lorsque la Guinée équatoriale dispose de ses liquidités aujourd'hui, elle ne pense pas au Cameroun. Il ne faut pas essayer de faire croire aux gens que la vie des États se passe comme dans une église ou dans un couvent, où lorsque vous avez 3 pains, vous donnez à... Non, l'économie mondiale, l'économie des États, c'est d'abord le peuple, les populations. Je pense que le Cameroun aujourd'hui est d'abord, il faut le savoir, le premier partenaire en Afrique centrale de l'Union européenne. Ça, il faut le savoir. Donc il ne faudrait pas qu'on soit dans une histoire où on veut confondre l'opinion sur des réalités. Le Cameroun, c'est un pays fort. Est-ce que l'Afrique en général, ou l'Afrique centrale en particulier, est un pays dont l'avenir est certain? Je pense que tout le monde peut dire oui. Est-ce que le Cameroun est un pays qui a des prédispositions en matière de transformation? Tout le monde peut dire ici oui. Est-ce que le Cameroun commerçait déjà avec l'Union européenne? Tout le monde peut dire ici oui, puisqu'on est le premier. Alors, ces accords qu'on renvoie et qu'on renvoie tous les jours peuvent perturber les objectifs du Cameroun pour l'émergence. Alors, si on va de réunion en réunion sans prendre de décision, il se passe quoi? Il faut bien une locomotive. Je vous rappelle encore ici que l'Allemagne n'a pas forcément attendu que la France s'arrime. C'est la France qui s'est accrochée. Je vous rappelle encore que le franc fort, c'est pas parce que les Français ont voulu du franc fort. Des ministres, des économistes comme Raymond Barre ne sont pas parvenus à stabiliser le franc. La condition des Allemands pour que tout le monde, que la France vienne, c'est que la France devait s'arrimer à une politique monétaire forte. Donc, il faut comprendre que ne faisons pas comme si nous sommes en train de faire quelque chose de mauvais. Parce que le sentiment qu'on a eu, c'est qu'avec les difficultés que l'Union européenne aurait rencontrées dans la sous-région Afrique de l'Ouest, elle a décidé peut-être de changer le mode opératoire en passant, je veux dire quoi, de l'initiative des accords multilatéraux
vers les accords bilatéraux. Et dans le cas de la CEMAC, ayant remarqué bien évidemment que le Cameroun était considéré comme la locomotive de la sous-région Afrique centrale, a estimé qu'en réussissant ces accords avec le Cameroun, eh bien, le Cameroun engagerait de facto et peut-être de façon inévitable les autres États de la sous-région Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir si 2008 n'est pas finalement un piège dans ce sens-là. Moi, ça ne saurait être un piège. Vous savez, la situation des biens et des personnes, elle est évidente dans la sous-région. Pourquoi pensez-vous que le fait que le Cameroun ait décidé de s'engager dans un processus qui va permettre à son économie de pouvoir éventuellement bénéficier des externalités, ça imposerait un problème? Moi, je trouve que la décision là est une bonne décision. Elle est une bonne décision. Simplement, est-ce que les personnes qui sont en charge de suivre, parce qu'il faut quand même le dire, quand on va aller dans le détail, que le Cameroun a essayé de lisser, c'est-à-dire que c'est un processus progressif. C'est pas qu'aujourd'hui, on ne paie plus les droits de douane. C'est qu'il y a quand même une période transitoire qui est marquée par des étapes et par un comité de suivi qui va permettre que si on se rend compte qu'on est lésé, on s'arrête. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas demander au pays qui est le plus fort, la locomotive de l'Afrique centrale, de la CEMAC, de ne pas pouvoir aller vers quelque chose qui va permettre à son économie de se développer. On n'a pas la même nomenclature économique que le Tchad, que le Gabon et que les autres de la Guinée équatoriale. Donc moi je pense plutôt qu'ils vont signer très vite d'ailleurs. Je peux vous dire qu'ils vont signer très vite. C'est parce que le président Paul Biya a ratifié. Ils vont aussi signer. Ils n'ont pas dit qu'ils ne signaient pas. Mais je pense que le Cameroun a très bien fait de dire que nous dormons assez. Nous dormons assez. Et d'ailleurs même, je vais finir par là. Qu'est-ce qui déjà empêche aux Africains de la CEMAC de créer de tels accords? C'est pour dire que nous sommes dans une histoire d'immobilisme où on a l'impression que les peuples africains, les peuples de la sous-région ne seront pas encore des enjeux. Mais qu'est-ce qui empêchait déjà que, entre les États de la sous-région, qu'ils puissent signer ce genre d'échange? Georges Mongouri, sur cette question, finalement, à écouter Martin Mazing, le problème se situe aussi, et peut-être surtout, au niveau des États, et donc le Cameroun, qui en réalité devrait se préparer à ces accords-là pour éviter ce que certains considèrent aujourd'hui comme les effets dévastateurs de ces APE-là. Il semble qu'on a pris des dispositions, enfin, qu'on a pensé des dispositions qui devaient permettre au Cameroun de s'arrimer sans grande difficulté. J'ai entendu parler, par exemple, de ce rapport qui a été élaboré par le gouvernement de la République du Cameroun, qu'on appelle le plan de modernisation et d'adaptation de l'économie camerounaise dans la perspective de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique, élaboré en 2013 et qui listait un certain nombre de difficultés auxquelles le Cameroun devrait faire face et sollicitait, je crois, un soutien de l'Union européenne pour pouvoir aplanir un certain nombre de divergences avant l'entrée en vigueur de ces accords de partenariat économique. Est-ce que aujourd'hui il n'est pas question d'évaluer également la contribution du Cameroun à ces accords ou bien à la résolution des effets provoqués par ces accords-là, et donc la question de la préparation à l'entrée en vigueur de ces APE-là? Véritablement, la question de fond, c'est au niveau de la structuration même des économies. Oui. C'est-à-dire que, comme il le disait tantôt, la nomenclature des systèmes de production est extrêmement différente. Nous, ici, nous sommes essentiellement un pays agricole. Imaginez seulement qu'on ne signe pas cet accord de TAP en 2008. C'est toute la CDC qui arrête de travailler. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui sont en chômage. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le caoutchouc, le cacao, la banane, l'aluminium, ça emploie tellement de personnes que, automatiquement, nous savons que c'est vraiment notre outil de production. C'est l'essentiel de notre outil de production. Donc nous avons des intérêts un peu, pas divergents, mais différents. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et là je vais vraiment me joindre à lui, c'est tout ce qu'il fallait faire. C'est la bonne décision. C'est-à-dire que nos économies sont trop lentes et devraient arriver à cela depuis beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, nos économies, les économies africaines ont à peu près 5 grands défis.
qui sont là, que nous connaissons tous. Et l'État du Cameroun a planché par rapport à ces défis. Le premier défi, on le connaît, c'est le défi de l'emploi. Le défi de l'emploi. L'Afrique voit venir sur le marché de l'emploi chaque année 15 à 20 millions de jeunes. On ne parvient pas à placer seulement le 10e de ces jeunes. Pourquoi? Parce que nous ne transformons pas nos matières premières. Une fois que vous exportez votre matière première, vous exportez aussi les opportunités de créer de la valeur et de créer de l'emploi. Donc quand vous exportez du bois à l'état brut et que la 3e, la 4e, la 5e transformation se passe en Chine ou en Inde, mais vous créez de l'emploi pour eux. Les autres. Et c'est pourquoi vous estimez que... Ça, c'est le premier défi. Hein. Oui. Il y en a d'autres. Il y en a qui est plus violent encore. C'est que notre économie étant très primarisée, de nos matières premières, nous ne tirons d'ailleurs rien. Moi, j'aime bien toujours rappeler qu'en 2014, la seule filière cacao a généré 110 milliards de dollars. Les pays africains qui ont produit 75% de cette production ont tiré sur ces 110 milliards à peine 10 milliards. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous n'ajoutez pas de la valeur, vous ne gagnez pas. C'est l'industrie chocolatière qui a pris les 100 autres milliards. Donc, ceux qui, en fait, ne sont même pas avec nous, mais ça vaut également pour le café. Pour le café, 90% des revenus du café restent au pays qui distribuent, qui transforment. On revient tout à l'heure sur les autres éléments que vous allez développer sur la question. Diko Mbendjo, vous faites partie de ceux qui estiment que le Cameroun, en réalité, aujourd'hui, peut-être pas, n'est pas fondamentalement prêt à ces APE-là, mais que ces accords de partenariat économique vont faire beaucoup de mal à l'économie camerounaise. Oui. Je suis d'accord avec les défis que le Dr Mongori met en avant. Oui. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ces accords de partenariat vont permettre de relever ces défis. J'y vais donc. J'ai dit, un de nos premiers grands défis est que on ait un État qui dispose de suffisamment de moyens pour intervenir et impulser l'économie. Avec ces accords, on va perdre une bonne partie des droits de douane et par quoi on va substituer? Aucune réflexion n'est menée sur cette affaire-là. Les premières nouvelles qui sortent de la loi de finances 2017, c'est que on va taxer les transferts d'argent. C'est du pipi de ça. Par rapport à ce qu'on va perdre en termes de droits de douane. On parle de 4 à 129 milliards de francs CFA qu'on pourrait perdre entre 2010 et 2023. C'est de cela qu'il est question. Il y a beaucoup de compensations et elles sont énormes. En fait, les produits qui entrent en franchise de douane permettront à ce que les budgets qui sont affectés jusqu'ici à lutter contre la pauvreté, à renforcer l'appareil de production agricole, ne soient plus opérationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui ou dans 4 ans, les médicaments qui vont rentrer ici seront peu coûteux. Les populations qui peinent à acheter une boîte de sardines qui coûte aujourd'hui 500 francs pourront l'avoir à 200 francs. Donc les budgets qui sont affectés à la lutte contre la pauvreté peuvent être déportés dans un autre secteur. C'est purement de la théorie. Je vais lui montrer en quoi c'est purement de la théorie. Parce que entre le produit qui arrive au port et celui que le commerçant vend au quartier, il y a les intermédiaires. Et il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour empêcher que ce soit les intermédiaires là qui récupèrent ce que le consommateur aurait dû avoir. Il n'y a aucune disposition. Pourquoi? Il y a un système d'homologation. Je veux dire quelque chose. Parce que un système d'homologation. Emmanuel Kougné sur la question. Oui, je suis un peu embêté par rapport à tout ce que j'écoute là, parce que ces APE
vont faire entrer sur nos territoires des produits finis. Ces produits finis vont certainement, dans certains cas, être en concurrence pas forcément. Être en concurrence avec certains produits que certaines entreprises produisent. Enfin, si je peux permettre la tautologie ici chez nous. Moi, je crois. Les entreprises camerounaises qui, pour l'essentiel, sont des PME. Sont des PME et qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, rivaliser, enfin, se mettre en concurrence valablement avec ces structures européennes. Ce qui veut dire que s'il y a un produit qui peut se substituer, s'il y a un produit entre et qui peut se substituer à un produit qui est fabriqué ici, fatalement, le produit importé va certainement coûter moins cher. D'ailleurs, les Occidentaux vont s'arranger, vont même subventionner pour que ces produits puissent coûter moins cher. Nous allons assister tout simplement à la mort de notre tissu économique. Déjà, notre tissu industriel est démantelé, il existe, il est embryonnaire. Ça veut dire tout simplement que nous devenons s'il vous plaît, avant de développer sur la difficulté de ces entreprises camerounaises et finalement le problème avec le tissu industriel, est-ce que sur l'aspect qu'il a développé, à savoir l'amélioration du panier de la ménagère, dans un premier temps, oui, dans un premier temps, le panier, on va avoir l'impression que le panier de la ménagère. Mais pour vous, c'est sur le court terme. C'est très court terme d'ailleurs, puisque le chômage va suivre. Fatalement, le chômage va suivre. Les gens vont se avec la disparition des PME. Et puis, il ne faut pas parler comme si les APE, c'est quelque chose de tout nouveau. Ça existait ailleurs. On a vu comment les populations, à terme, se sont plaintes. J'ai dit dernièrement quelque part, le cas du Mexique et des États-Unis. Dans un premier temps, on a vu l'accord transatlantique. On a vu les produits arriver moins chers. Mais on a vu, parce que ce que nous avons signé avec l'Union européenne pourrait, n'est-ce pas, donner les résultats que le docteur Mongori est en train de dire, pour autant que les Européens eux-mêmes soient déloyaux. Parce qu'ils vont développer des attitudes, ils ne seront pas loyaux, ils ne seront pas sincères. Ils n'ont pas été sincères ailleurs, je ne vois pas comment ils seront sincères ici. Dans le cas du Mexique, ils n'ont pas été sincères. Ils sont venus au Mexique eux-mêmes commencer à produire, à cultiver les champs et à produire les fruits et légumes qu'on prétendait que les Mexicains devaient produire pour aller vendre aux États-Unis. Et puis, ils ont commencé à transporter avec des avions. Alors que c'était des produits périssables, les autres, toute la population, 70% de la population des campagnes se sont retrouvés en ville. Les gens venaient chercher du travail puisqu'ils ont pris des vastes terres. Vous voyez, la banane même dont on parlait tout à l'heure, c'est une banane, on dit banane française d'origine camerounaise. C'est les Français qui cultivent cette banane et qui l'exportent. Vous voyez, donc cette ouverture va permettre peut-être que nous ayons des produits qui entrent à moins de coûts dans un premier temps. Mais je vous assure. Mais je veux dire quoi comment vous dites, le retour sera pas tout à fait agréable. Vous allez continuer le développement tout à l'heure parce qu'il y a également Digo Mbolo qui n'a pas fini. Est-ce qu'en s'appuyant sur l'expérience qu'il est en train de décrire, sur les rapports entre les États-Unis et le Mexique, notamment dans les accords transatlantiques, il n'y a pas des précautions qu'il faudrait prendre pour éviter ce type de difficultés? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que lorsqu'on parle des APE, on prend simplement en compte le fait unilatéral de cet accord. C'est-à-dire qu'ils expliquent des choses comme si il n'y avait pas un problème de délocalisation qui peut se poser. Les délocalisations, c'est quoi? C'est que je suis français. Par exemple, j'ai le capital et mon souci c'est de dire que lorsque je produis, les coûts l'argent que je vais dépenser pour parler simple, pour sortir un bic, me révèle moins cher, quel qu'en soit le lieu de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas que les marchandises qui seront transformées. Il y a certaines qui peuvent être transformées au Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Parce que les tissu économique fort, niveau capital humain fort, coûte. Vous savez que pour que vous embauchez un SMICA, quelqu'un qui a le revenu réglementaire le plus bas, ça vous coûte en France pratiquement plus d'1 million. Pour un type qui est veilleur de nuit, un type qui est devant une machine pour contrôler comment les bouteilles bougent, vous lui payez 500 000 et vous payez les taxes de 500 000. Vous pensez que si jamais l'outil de production que sont les machines peuvent être ramenés chez nous et que ces gens-là, avec les gains de productivité qu'ils réalisent, au nom de quoi ces gens ne vont pas produire les produits aussi qu'ils vont même encore repartir pour l'Europe. C'est ça le commerce international. Donc ce n'est pas uniquement de dire qu'ils vont fabriquer là-bas. S'il vous plaît. Et je voudrais aussi vous dire que sachez que le Cameroun doit mettre tout en œuvre pour essayer de résoudre le déficit commercial qui est chronique dans tous les pays africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous continuons aujourd'hui à avoir les exportations qui sont très très bas par rapport aux importations. Et donc pour moi, les APE eux-mêmes constituent pour nous
un des leviers pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer notre balance commerciale. Et qui dit balance commerciale équilibrée dit développement de notre secteur le plus faible et qui crée des emplois, c'est-à-dire l'industrie. Donc il ne faudrait pas qu'à un moment donné, l'on pense que cet échange n'est pas réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons aussi aller vendre là-bas. Le Cameroun qui a des bons produits, le Cameroun qui a un bon café, le Cameroun qui a un bon thé, peut aller en Hongrie, proposer. Ça veut dire aujourd'hui, le Cameroun doit sortir de quoi? D'une économie de commerçants à une économie de production. Ok. Alors, Diko Mamanjo, avant de revenir à vous, lorsqu'on écoute le développement de Martin Mbazi, il y a que, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ces accords de partenariat économique, on va réduire la balance commerciale qui est essentiellement déficitaire. Peut-être, il a parlé tout à l'heure, il a pris l'exemple des industries chocolatières pour montrer de façon globale la question ou la difficulté liée à ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Et donc, de son point de vue, avec ces accords-là, on devrait arriver fatalement vers la capacité pour les industries camerounaises à pouvoir produire et donc à conquérir le marché international et à améliorer la qualité de la balance commerciale et de facto l'économie camerounaise. C'est un raisonnement qui, pour vous, ne tient pas la route? Oui, c'est un raisonnement qui tourne en rond, qui ne tient pas compte de la réalité. Je dis, l'exemple qu'on a, qui est patent aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est la pression qui est faite sur les Chinois pour qu'ils augmentent les salaires. C'est devenu une condition pour que leurs produits soient entre aux États-Unis. De la même manière, ce qu'il semble dire là, que les entreprises françaises vont venir ou européennes vont venir s'implanter ici. Dès qu'elles vont s'implanter et qu'elles vont commencer à faire concurrence là-bas, ils vont élever les barrières non tarifaires pour dire il faut remplir tes conditions pour que tu puisses entrer dans ce marché et nous n'aurons rien parce que ce n'est pas justement dans les APE. Donc, il faut que nous soyons dans une économie réelle. Les APE se trompent sur la nature de l'économie mondiale. En 1950 ou 1960, quand on signait des accords avec l'Union européenne ou avec les pays européens, c'est des industries familiales qui venaient, comme on a eu Sikamussi avec les Boussac, c'est ce type d'entreprise qu'on avait. On a fait des multinationales dont la logique est totalement différente aujourd'hui. Cela veut dire que ces entreprises multinationales, ce n'est pas dans les coûts de facteurs qu'elles gagnent l'argent, mais dans leurs échanges internes. Un cas pratique qu'on vient de vivre et qui est passé pratiquement inaperçu ici, c'est Eneo. Tout le monde se demandait ce que Eneo était venu faire au Cameroun. Ils sont entrés dans une entreprise, elle est déficitaire depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et tout bêtement, ils viennent de vendre les centrales à gaz. C'est le Douala et c'est le Kribi. L'argent qu'ils ont gagné dedans n'a rien à voir avec les pertes que Eneo Cameroun réalise. Alors, donc c'est comme ça le système multinational. Est-ce que cela est en train, est-ce qu'il essaie d'expliquer finalement, Diko Mamanjo, c'est que dans les relations internationales, notamment en ce qui concerne le commerce entre les États, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Et puis ce que je voudrais vous dire, c'est que ces gens de l'Union européenne ont d'abord un problème. Ils ont chez eux, vous voyez en France par exemple, il y a le problème de l'emploi. Vous n'allez pas me dire qu'ils vont venir créer des entreprises ici pour nous donner des emplois, alors qu'eux-mêmes ont des problèmes d'emploi chez eux. Ils veulent produire chez eux pour donner des emplois aux Français et puis exporter, amener ces produits chez nous pour vendre. Qu'on ne nous dise pas qu'ils vont nous envoyer des machines, ils vont venir créer des usines ici, produire ici pour aller revendre chez eux. Mais attendez, on ne peut pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Eux, ils ont des problèmes. Vous tous voyez qu'ils ont des problèmes. Le problème de l'emploi se pose cruellement en France. Et puis ils vont venir produire chez nous. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, les infrastructures, on n'en a pas. Attendez, ce n'est pas possible ça. Moi, je crois qu'il faut comprendre. Il faut comprendre quel est leur objectif. L'objectif de ces gens-là, c'est comment résoudre leurs propres problèmes d'abord. Ils ont des problèmes à résoudre, ils ont des problèmes d'emploi, et puis les coûts de production même.
s'ils viennent chez nous, comment pensez-vous que pour la simple raison que peut-être les matières premières, les machines vont entrer avec quelques facilités, que ça va réduire absolument le coût de production? Je ne crois pas. Encore qu'il y a la technicité, il y a le, comment dirais-je, il y a le savoir-faire que nous n'avons pas. Est-ce que c'est eux qui vont venir ici faire tout cela? Non, je pense que dans un premier temps, leur problème c'est de trouver où vendre pour pouvoir faire fonctionner les entreprises chez eux. Et puis, si ça marche, ils vont continuer. Ils ne sont pas là pour relever notre économie. Un exemple. Quand Renault décide, par exemple, d'aller fabriquer la Logan en Roumanie, comment vous pouvez dire que ce qui se passe partout, c'est dans le cadre de la délocalisation. Et puis c'est de ça que je parle. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans les APE. Ouais, mais les APE intègrent tout cela, le transfert des technologies. Je vous dis ceci, vous ne pouvez pas me dire que ce que la France Renault va faire en Roumanie, elle ne peut pas le faire au Cameroun, alors que le Cameroun est un pays qui dispose d'un potentiel en termes de ressources et en termes de qualité de ressources humaines. Je vous dis ceci, la mondialisation que personne ne peut refuser aujourd'hui vous demande que on ne doit plus taxer les marchandises. On doit laisser les marchandises circuler librement. Et on pense que quand on fait cela, les populations vont en être bénéficiées. Ça veut dire que les coûts vont baisser. Aujourd'hui, vous voyez très bien comment ça se passe partout. Le Nigeria résiste, mon cher ami. Le Nigeria résiste jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, si la France n'avait pas cru un temps soit peu avec l'Union européenne que Airbus pourrait se comparer à Boeing, ils n'ont même jamais commencé. Tout le monde ne pouvait pas imaginer qu'en 2016, Boeing soit parfois à la traîne sur les commandes que Airbus. Je vous dis ceci, on ne peut pas être de l'économie mondiale de l'aviation et dire que ouvrir son espace ou alors avoir la possibilité de pouvoir commercer avec des gens qui sont 200 fois plus nombreux que vous, c'est mauvais. Comprenez que la croissance démographique est un facteur de croissance. Et donc, nous au Cameroun, nous devons être tentés à aller vers un marché qui est plus large. Et le marché de l'Union européenne est plus large. Et je pense quand même que le Cameroun a des possibilités de développer certains produits ici par ses opérateurs économiques et pouvoir les vendre vers des pays qui n'ont pas le même niveau que la France, que l'Allemagne, mais dont les niveaux de développement sont peut-être comparables au Cameroun. Alors, Djeko Monja, est-ce que... Erreur d'analyse. Je maintiens que si l'Union, si Renault peut aller en Roumanie pour aller construire ces voitures là-bas, l'essentiel de ces voitures est vendu dans l'Union européenne. Mais c'est de ça que je parle. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que ça veut dire que Renault accepte que si je produis, c'est le verbe. Si Renault produit les mêmes voitures en France, elle ne peut jamais les vendre à ce prix-là par ailleurs. Donc, les gains de productivité que Renault tient, c'est justement parce que là-bas, le coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que. Et donc, finalement, le coût de production est faible. Est faible. Le Cameroun est un pays dont la main-d'œuvre est là. Et donc, la fiscalité est faible. Et donc, la voiture au Cameroun coûterait nettement moins cher que ce qui est. Bien entendu. L'erreur de raisonnement, c'est que. Et c'est là où je reviens à votre première question, de dire que la signature de 2 minutes est un piège. En ce sens que on ne peut véritablement bâtir une affaire viable de type APE que si le commerce intra-régional est développé et que c'est ces excédents qu'on vend ailleurs. Or, chez nous, le commerce interrégional est pratiquement inexistant. On ne vend rien au Gabon. Donc, le peu qu'on lui vendait jusqu'à maintenant va être détruit encore par le fait que le Cameroun a signé. Parce que le Gabon, en réaction, je ne suis pas aussi optimiste que lui qui disait que les autres vont signer. Non, je ne peux pas dire ça. Est-ce que cette ouverture ne peut pas impulser le commerce régional? Non, il faut le construire avant. Prenez l'exemple avant que vous passiez. Et le construire avant signifie qu'une entreprise qui produit du sucre au Cameroun ne va pas avoir une filiale au Gabon. Or, c'est ces mêmes entreprises-là qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, qui empêchent que ce commerce-là se fasse. Parce qu'il fallait spécialiser les pays et faire donc circuler les produits. Vous allez prendre la parole. Je permets d'abord au docteur Edimo de dire un mot. Docteur Edimo, il y a quand même un certain nombre d'appréhensions qui ont été soulignées, même par l'État du Cameroun. Je parlais alors de ce plan de modernisation et d'adaptation à l'économie camerounaise. Et dans ce rapport, on entendait l'État du Cameroun indiquer que cet accord d'étape
d'abord, de son point de vue incomplet, car il ne comporte pas le volet développement et reste un tout petit peu ambigu sur la gestion, bien sur la question des financements et des mécanismes d'ajustement. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant qu'on y est, des précautions peuvent être prises dans le sens de se réajuster et de permettre de se lancer définitivement avec tous les effets induits que vous avez évoqués? Oui, absolument. Bon, ben, écoutez, moi, déjà, je ne comprends pas tout, tout ce qui se dit ici. J'ai souvent l'impression qu'on raisonne à des niveaux un peu différents, qu'on ne comprend pas les mêmes choses. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que nous devrons partir des contraintes et des défis que nous avons avant de se projeter dans l'avenir. Et les défis, nous les connaissons. Toutes les contraintes, on les connaît. L'Europe s'intéresse à l'Afrique pour deux raisons. Là, je lui donne raison. La population. Avec notamment un taux de croissance démographique et l'émergence des classes moyennes. S'intéresse l'Europe. L'Afrique est le giga-marché. Et ça, c'est de ça qu'on doit partir. On doit partir de là. L'Afrique, c'est aujourd'hui 1 sur 7, 1/7 de la population mondiale. Mais le quart de la population mondiale en 2050 et la moitié de la population mondiale dans une centaine d'années. Ça, c'est les prévisions des Nations Unies. C'est-à-dire que toutes les autres nations voient l'Afrique comme le marché de demain. Parce que ces populations, ces autres nations ont entamé depuis très longtemps leur transition démographique et ont des populations vieillissantes. À un moment donné, et je vous dis, en 2050, le seul petit Nigeria sera aussi peuplé que toute l'Europe. En 2100, d'après les récentes projections des Nations Unies, le Nigeria sera la deuxième puissance démographique. Après l'Inde, aura battu la Chine. Donc, voyons plutôt, regardons ces choses. Oui, mais je crois qu'à ce niveau... Si on ne voit pas les choses sur le long terme, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous avons 1,2 milliard de population. Oui, sur le continent africain. Nous faisons face à de sérieuses difficultés. Dans 30 ans, on sera à 2,5 milliards. Si nous ne commençons pas à transformer nos matières premières nous-mêmes aujourd'hui, nous serons quoi demain? Posons-nous quand même ces questions simples. Jusqu'ici, on ne les transforme pas parce que nous avons été confinés dans une économie primarisée, c'est-à-dire qui est spécialisée à produire seulement la matière première. Oui, mais justement, la question, je crois que c'est le premier niveau. APE, oui. Exactement, voudrait impulser une dynamique, une orientation vers des investissements productifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de produire, de dépendre seulement des matières premières, avoir un autre modèle d'accumulation beaucoup plus intensif et une économie beaucoup plus diversifiée. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que fatalement, nous devons avancer, ils le savent eux-mêmes. Et quand vous dites qu'on aura on ne peut jamais avoir des problèmes de la compétition entre nous. Eux, ils produisent des matériaux d'industrie purs qui vont nous vendre à des prix plus bas parce qu'il n'y aura plus de droits de douane. Donc c'est un autre avantage. Ce que nous voulons produire, c'est transformer nos matières locales. C'est pas créer des ordinateurs, non, c'est pas ça notre objectif. Ou faire des voitures. Donc on n'a pas des produits concurrents les uns les autres. Nous voulons pouvoir vendre notre café partout dans le monde. Être concurrencer et battre les Indiens, concurrencer et battre les Latino-Américains, entrer dans les chaînes de valeur internationales. Parce que nous n'y sommes pas encore. Mais les Européens y sont. Donc ces accords de partenariat, ça veut dire quoi? Nous vous ouvrons le marché. Vous aurez accès à des milliards de personnes. Ok, nous disons oui. Montrez-nous également comment
on va progresser dans la chaîne de valeur. Parce que nous sommes au niveau de la base de la chaîne de valeur. Alors, Or, quand vous êtes à la base, vous ne gagnez pas. Plus vous évoluez, ceux qui transforment, ceux qui commercialisent, ceux qui font les montages financiers, ceux qui placent, c'est eux qui gagnent le plus. C'est ça qui a des contenus d'intelligence plus élevés et c'est vers ça qu'on doit tendre. Alors, Emmanuel Kouyé, en réalité, lorsque j'écoute le développement du Dr Mongori, il s'agit de se mettre d'accord sur ce que il y a une opportunité qui se met en place. L'Union européenne, à travers cet accord, va avoir accès à un grand marché. Absolument. Et donc aura un certain nombre d'opportunités. Est-ce qu'il ne revient pas finalement aux Africains, eux, de voir dans ces accords-là comment eux, ils peuvent également tirer profit pour effectivement évoluer dans leur économie? Est-ce que la balle, finalement, comme on le dit, n'est pas dans le camp des Africains ou bien des Camerounais, puisqu'on parle des accords entre le Cameroun et l'Union européenne, pour tirer le meilleur parti de cet accord de partenariat économique, que de le dénoncer parce que fatalement on y arrivera? Nous sommes déjà pris dans les taux de cette affaire d'accord de partenariat économique. On ne peut plus s'en sortir. Moi, je pense même que la problématique serait même de nous dire comment faire maintenant. Absolument. Qu'on est déjà dans cette affaire. Absolument. Mais je voudrais également, avant qu'on y arrive, dire que il faut que nous évitions de nous verser dans des hypothèses d'école. Parce que les hypothèses d'école, on peut en développer toute la journée et dire des choses intéressantes qui ne pourront jamais se réaliser. Moi, je pense que dans cette affaire-là, il faut aller par analogie. Voir ce qui s'est passé. Regardez, l'Europe est en négociation avec les États-Unis d'Amérique pour le libre-échange. Aujourd'hui, en Europe, les discussions se bloquent aujourd'hui, se débloquent demain, se bloquent aujourd'hui. Ils ne sont pas encore arrivés à un accord. Pourquoi? Pour la simple raison que les Européens pensent que leurs intérêts ne sont pas bien compris. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est au niveau de la structure des économies. Oui, dans le cas de la LENA, par exemple, vous aurez l'Amérique latine qui est intégrée dans le secteur manufacturier depuis très longtemps. Donc les produits qu'ils amènent sur le marché sont des produits qui peuvent concurrencer ceux des États-Unis. Et c'est pour cela que une union entre les États-Unis et l'Europe, ça ne pourra jamais donner. Parce qu'en fait, ils ont des mêmes intérêts. Alors, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans les rapports de force, dans les hypothèses d'école. Parce que je crois que, pour autant, les Européens pensent que ces accords de libre-échange vont se faire entre deux économies qui ont des points très très déséquilibrés. Pour autant, nous pensons également la même chose. Je ne pense pas que les Européens vont venir ici nous aider à monter un tissu industriel pour les concurrencer. C'est de l'utopie. Ça ne peut pas être leur objectif. Ça ne peut pas être leur objectif. Les économies qui sont développées se sont même enfermées pour pouvoir concevoir, n'est-ce pas, une industrie qui ne soit pas très compréhensible par les autres. Alors, moi, je ne comprends pas. Puisqu'on s'achemine pratiquement vers la fin de l'émission, de votre point de vue, déjà, maintenant, il y a une dernière partie que nous allons évoquer maintenant. Maintenant qu'on a signé cet accord de partenariat économique, quelles sont, de votre point de vue, les précautions qu'il faut prendre pour que la situation soit moins catastrophique que vous semblez l'imaginer? Peut-être d'abord sur le plan national, à travers un certain nombre d'ajustements qui peuvent être opérés pour que la situation soit meilleure. Excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais je voudrais revenir sur le développement de Mongori. Pour dire que le modèle économique qui porte les APE ne s'est jamais réalisé nulle part. On a mondialisé en créant des zones de libre concurrence dans des régions pour que le commerce extérieur se fasse sur les excédents. Et nous, on veut nous faire croire qu'on va développer nos produits avec nos marchés qui se retrouvent à l'étranger. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais marché nulle part. Il faut développer le commerce interrégional au niveau de la CEMA, au niveau de la CEDEAO. Et à partir de ce développement-là, on va créer une chaîne de valeur qui va permettre à nos économies par région de
développer des niveaux de compétitivité qui vont progressivement atteindre les autres. À ce moment-là, comme on aura déjà assuré que nos industries travaillent d'abord pour l'Afrique, à ce moment-là, un tel développement pourrait être possible. Mais si on fait l'inverse, on reproduit en réalité le modèle économique de la colonisation. Parce que ces gars-là vont revenir ici, nous spécialiser dans un certain nombre de choses dont ils tiennent les marchés, Bien sûr. sur lesquels nous n'avons aucune pression. On va revenir à la division Ah internationale. ben, exactement. Dans leur raisonnement, ils font comme si ça n'existe pas. Alors, maintenant, sur la question des réajustements, Oui. on peut procéder comment? On peut procéder comment? J'ai dit, d'abord, il faut se dépêcher de faire des propositions au niveau de la CEMAC pour que les autres trouvent leur compte. Regardez là. Voilà. Parce que le problème a déjà été posé par la CEMAC en disant on veut un accord équilibré. Il faut que le Cameroun, qui a mis le prix dans l'étrier, se rapproche de ses pairs pour Qu'on harmoniser. Qu'est-ce que les autres veulent? Et que le Cameroun leur offre des garanties que dans la finalisation de l'accord, ce sera pris en compte. Première chose. Oui. Deuxième chose, il y a un certain nombre de tergiversations qui se sont cristallisées au niveau de la construction de l'Afrique. Il faut que cette affaire-là soit remise sur le tapis. On aura une économie africaine ou alors l'Afrique n'existera pas. J'ai dit, c'est le constat qui vient d'être fait à la réunion des chefs d'État à Kigali l'autre jour. On va tergiverser là, mais si on ne prend pas les dispositions pour qu'on crée une économie africaine, nous n'existerons pas. Nous resterons des déchets, un terrain vague sur lequel les autres viendront jouer. Alors, Jean-Jésus Mongouri, sur les... on a signé les accords, hein. Maintenant on y est. On fait quoi par la suite? Oh, je pense que nos économies, il veut parler du marché intérieur. Le marché intérieur existe. Il se renforce du fait que la classe moyenne devient de plus en plus importante. Donc, notre croissance peut être s'adosser sur le marché intérieur de plus en plus. D'ailleurs, elle a été pendant longtemps tirée par les exportations. Et nous avons vu les limites depuis mi-2014. Et moi, je suis très surpris, hein, lorsque les autres pays voisins, ils sont dans un sommeil tellement profond. Ce sont des pays... Pas les pays voisins dans la Dans CEMAC. la CEMAC. C'est le pays qui affiche... Parlons d'abord de la CEMAC. C'est pour dire que le Niger a bloqué. Les gens sont dans un sommeil très profond. C'est-à-dire que leurs économies sont si peu diversifiées. Elles sont si dépendantes des énergies extractives, essentiellement. La Guinée, c'est à 99%, le Tchad à 75%, et la Centrafrique le moins, le Gabon, le Congo, même chose. En fait, c'est des économies peu diversifiées et qui ont tout intérêt, normalement, à chercher à entrer dans les chaînes de valeur. Vous ne pouvez pas vivre des industries extractives parce qu'elles n'ont pas d'effet d'entraînement. Les liens en aval et en amont ne sont pas suffisamment profonds pour faire déclencher une transformation à large assise. Ouais, c'est pour cela qu'elles sont considérées comme des économies vulnérables. Elles sont extrêmement vulnérables. Moi, je pense que le chef de l'État a bien fait de les tirer de leur sommeil. Parce qu'en fait, ils vont courir. C'est la seule solution qu'il y a en ce moment pour nos pays. Alors, sur les ajustements qu'il faut opérer, peut-être d'abord sur le plan national et ensuite de voir comment cela peut s'organiser sur le plan sous-régional et même international. Avant de parler de cela, je voudrais
attirer l'attention des uns et des autres sur ce plateau sur les multiples politiques publiques que nous mettons en place, n'est-ce pas, pour développer notre économie. Nous avons parlé de documents de stratégie pour la croissance et l'emploi qui était une vision. On a parlé de grandes réalisations. Nous sommes lancés dans un vaste investissement pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les infrastructures en place. À la date d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire à quel niveau nous nous trouvons. Nous n'avons eu aucun rapport d'étape. Nous ne savons même pas à quel niveau nous sommes. Et nous sommes dans les APE. Maintenant, on nous fait croire que nous allons avoir des industries qui vont venir s'installer chez nous et que ces industries vont nous permettre, n'est-ce pas, de reconstruire notre tissu industriel. Moi, c'est la première fois que j'entends que dans le cadre d'une opération comme celle-ci, des gens avec qui nous avons signé un accord de libre-échange ont pour objectif de venir nous remettre notre industrie à niveau. Encore que ceux qui ont démantelé toute cette industrie, dans les années avec la privatisation, nous avions un tissu industriel raisonnable à un moment donné. Ça a été démonté de toutes pièces avec les privatisations et toutes ces industries. Aujourd'hui, on n'a presque rien. Si c'est eux qui doivent venir, dans le cas des APE, nous remettre ces industries en place, moi je n'y crois pas. Moi je pense sincèrement que ce que nous on aurait pu faire. Moi quand on a parlé de documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait un objectif en 2020 et qu'en 2020 on aurait déjà, n'est-ce pas, réussi à mettre tous ces grands projets en place et qu'à partir de 2020 nous devions, n'est-ce pas, nous-mêmes voir dans quelle mesure nous pouvions, n'est-ce pas, construire notre tissu industriel. Nous devions, n'est-ce pas, entrer dans les projets de deuxième génération qui nous permettent de créer des emplois. Mais dans les APE, je ne vois pas comment, par ce mécanisme-là, nous pouvons avoir des importations massives chez nous et à travers cela créer des emplois. Bon, je me dis que comme on a créé des comités de pilotage et puis des organismes pour contrôler tout cela, peut-être qu'au chemin faisant, on va essayer de colmater les brèches, mais je pense que cette voie que nous avons prise ne peut pas être de nature, n'est-ce pas, à nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de construire notre tissu industriel. Mais, puisqu'on y est déjà, moi je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est de voir, pendant qu'ils vont nous déverser ici tout ce qu'ils ont comme produits manufacturés, il faudrait qu'on essaie de voir si nous n'avons pas des secteurs où nous pouvons, n'est-ce pas, considérer comme des secteurs, des points forts pour les Camerounais, ou bien des créneaux que nous pouvons mettre en œuvre sans que, n'est-ce pas, ils puissent intervenir à leur manière là-dedans. Par exemple, je prends le Grand Nord. Est-ce que nous ne pouvons pas développer l'industrie du cuir? Est-ce que nous ne pouvons pas développer autre chose? C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer autre chose qui soit en marge de toute cette affaire et nous concentrer dessus, comme l'île Maurice l'a fait avec l'industrie de comment vous avez le textile, parce que l'île Maurice s'est spécialisée dans la production du pullover sans que l'île Maurice soit capable de produire du coton. Ils importent du coton, mais ils ont réussi par leur savoir-faire à faire en sorte qu'ils deviennent, n'est-ce pas, le premier producteur de pullover du monde. Et puis ça soutient leur économie. Moi je crois que avec ce que nous avons déjà eu là, il faudrait qu'on voit si nous ne pouvons pas trouver des créneaux et nous exprimer dans ces créneaux-là. Je ne crois vraiment pas aux APE. Parce que dans le démantèlement tarifaire, quand même, lorsqu'on regarde les différentes catégories de produits qui entrent, il y a peut-être un certain nombre de machines-outils, entre autres, que ce soit dans la première et la deuxième, qui pourraient permettre de relancer ou de développer un certain nombre de secteurs pour développer un type de production qui pourrait permettre d'être plus compétitif sur le marché international. Alors, sur la question des ajustements à opérer, Martin Mbazing. Non, moi je pense déjà qu'il faut retenir le fait qu'il y a quand même eu des précautions qui ont été prises, en particulier celle de la progressivité. C'est-à-dire que nous faisons ici comme si, du jour au lendemain, on allait supprimer totalement les droits de douane sur tous les produits. Non, je pense qu'il y a eu des mesures pour sauvegarder la production locale, pour essayer de garder et de maintenir, ou surtout d'augmenter le pouvoir d'achat des populations. Les clauses d'option. Ça veut dire, c'est ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que le comité de suivi qui est mis en place est là pour dire que après un certain temps, on en est où? Si à un moment donné, à travers l'application de ces APE, l'État du Cameroun se rend compte que le panel des ménagères, dont la croissance, dont le chômage ne répond pas, on n'est pas obligé de continuer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis que ce processus, pour moi, il est bien encadré. Il faut tout simplement que l'on essaye de voir comment est-ce que les comités de suivi de l'application de ces APE
informés. Vous savez que le véritable problème que nous avons au Cameroun un peu aujourd'hui, c'est que tout se gère pratiquement par le fonctionnaire, alors qu'en réalité, la création de la richesse, c'est pas l'État qui crée la richesse, c'est les opérateurs économiques qui créent la richesse. Et comme je disais tout à l'heure, je vous ai dit que il faut que l'on sorte du bayam salam, pour faire simple, à des opérateurs économiques qui produisent. Et donc, les CAM, le GICAM, le MECAM doivent maintenant entrer en scène pour permettre au Cameroun de générer des opérateurs économiques vrais. Des champions nationaux. Des champions nationaux qui soient capables de nous sortir, ne serait-ce que de ce que nous savons déjà faire. Exact. Parce que quand on prend le thé, on prend le café, si maintenant, à travers cette politique qui tend à ramener les prix des outils, donc des intrants à la baisse, forcément on peut, pourquoi pas, aller concurrencer, moi je parle de ça, aller concurrencer les Européens. Vous savez, bien sûr. il n'y a pas une histoire où moi je vais tout gagner et lui va tout perdre. En économie internationale, ça n'existe nulle part. Simplement, le dynamisme des acteurs de chaque pays, c'est ça qui est tirer son épingle du jeu. Justement, je le pense. Docteur Edimo, peut-être pour sortir donc définitivement de la question, il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées. Il a pris l'exemple de l'île Maurice, qui s'est appuyé sur un secteur dont s'est approprié, le secteur textile. Il a pris... Martin Mazing a insisté sur le rôle des acteurs nationaux. Il a parlé des entrepreneurs, les groupements patronaux, le MECAM, les CAM, qui doivent entrer en ligne de compte. Peut-être qu'il faut être un peu plus sérieux maintenant avec les organes de contrôle qu'il a indiqués et peut-être même ces institutions comme par exemple le bureau de mise à niveau des entreprises. On a vu que ça bouge pas très fort là-bas. Très peu d'entreprises qui ont aspiré, environ 400, aller volontairement s'inscrire. Il n'y a qu'une soixantaine qui, jusqu'ici, sont fondamentalement sur le schéma. Peut-être qu'il faudrait secouer un tout petit peu, un peu plus à ce niveau-là. Oui, certainement. En fait, la base, c'est d'avoir des champions nationaux. Il nous faut avoir nos propres Dangote, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que ça s'est passé partout dans le monde. Il disait que parfois on a eu à recourir au protectionnisme pour encourager les industries locales. Ce n'est pas exclu. APE ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de protectionnisme à un moment donné. Non. Ça peut... Si, la preuve que nos produits sont protégés. Nos produits de base. Les industries, le cacao, le café, les industries naissantes seront toujours protégées, même dans le cadre de l'APE. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont des dispositifs qui sont là, qui existent. Qui sont comme des garde-fous. Pour encadrer toute opération de ce type, c'est comme ça que ça se passe toujours. Et maintenant, moi je dis, excusez-moi, c'est une remarque, aucun pays du monde ne s'est développé sans commerce. Aucun pays du monde ne s'est développé sans industrie. Je n'en connais pas un seul. Non, nous sommes tous d'accord. La Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à travers le commerce intra-branche. Donc, cette fragmentation sans précédent des processus de production industrielle que nous connaissons aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique peut compter 2 milliards d'habitants à un moment donné, et que nous, entre nous, nous pouvons fragmenter aussi à notre niveau ces processus de production industrielle entre nos États et peut-être en associant d'autres, mais je crois qu'on aura tout atteint. Donc je ne pense pas que, vraiment, je ne pense pas que parce que ça vient de l'Europe, ça pourrait venir de la Chine. Moi je dis ceci, je mets d'ailleurs les Chinois à l'épreuve, puisque les Européens nous ont apporté cet APE qui nous apporte aussi leur modèle. Parce qu'en fait, le truc est que la Chine, le progrès de la Chine a provoqué une désindustrialisation massive de l'Europe et des Nations Unies, des États-Unis. Conséquence, le chômage a monté. Quand vous n'avez pas d'industrie, il y a le chômage. Et justement, c'est un pan que nous allons développer dans les prochaines éditions. Il faudrait bien qu'on observe le comportement de ces États concurrents, par exemple la Chine, avec notamment l'entrée en vigueur de ces APE-là, en voyant quel peut être l'impact justement de tout ce bouillonnement-là sur l'économie du Cameroun, une économie qui est en route vers l'émergence. Messieurs, je vous remercie d'être venus. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour de la question. Ça veut dire qu'il y aura certainement d'autres émissions sur la question pour voir, par exemple, comment ça évolue
le comportement des missions de contrôle et tout ce que vous avez évoqué, le comportement des pouvoirs, le comportement même du marché de façon globale avec ces accords-là. Merci, Diko Mwenjo, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Emmanuel Fournier, d'être venu. Merci beaucoup. Merci, Martin Bazin. C'est moi qui vous remercie. Merci, Georges Edimo. C'est toujours un plaisir. À vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.